C'est parfait. Donc, nous avons à peu près 1 heure. Je vais vous proposer tout au long d'un diaporama dans lequel vous pourrez, à peu près toutes les 6 diapositives, vous pourrez vous exprimer via des sondages, d'avancer sur ces questions-là, qui peuvent être des questions tout à fait pertinentes dans le champ de l'orientation, de la recherche d'emploi. Le plan de l'intervention, il est très simple, il est en 6 parties, hein, donc on laissera un petit peu de temps pour les questions-réponses. Dans un premier temps, je vais vous expliquer quelques notions de vocabulaire qui ont trait à ces questions-là. Dans un second temps, on abordera la question des réseaux sociaux, hein, toujours dans la présentation de ce que sont les réseaux sociaux, etc., et quelles sont les caractéristiques qui les présentent, qui les font fonctionner. On verra la question de l'usage de ces outils dans la sphère du développement personnel. Nous aborderons en fin d'intervention la question de la e-réputation et de l'identité numérique. On fera un distinguo entre les deux. On verra justement ce qu'il en est. Vous aurez quelques ressources pour aller plus loin et on passera à la phase des questions-réponses. Donc, je vais vous lancer le premier sondage pour que nous fassions connaissance. Donc, est-ce que vous pouvez, participer à ce sondage? Voilà, que nous voyons, que nous fassions rapidement connaissance. Grosso modo, on vous laisse à peu près 45 secondes et 1 minute pour vous exprimer lors des sondages. Ce sont ce qu'on appelle, nous, les phases d'interactivité, hein, où on peut échanger. Bien sûr, il y a le chat, vous voyez. La principale difficulté étant d'arriver à meubler l'espace. Je vais vous proposer maintenant donc un extrait vidéo d'une des séquences des chiens qui est consacrée à la question du vocabulaire, qui aborde la notion de vocabulaire de manière un petit peu humoristique. D'accord? Alors, je vais vous le lancer, vous allez voir. Ça dure 1 minute. Hein, j'espère que c'est pas trop fort au niveau du son. Et on en reparle après, vous allez voir. Ça dure 1 minute 08, c'est très très court. C'est de toute façon, ça va être. Ils vont faire des véritables, une autoroute des autoroutes de l'information qui vont vraiment. Il y en a déjà pas mal, hein, des informations. Oui, mais là, même sur des autoroutes. Oui, mais là, il dit le prix du carburant, ils indiquent les restaurants, les tests de gonflage, les aires de repos. Oui, ou même l'altitude et les températures. Mais là, ils vont tisser une toile d'araignée sur tout le pays qui vont aider à. Et ça va être même vraiment... une semaine, vous partez une semaine il y en a. Quand vous en louez des informations des araignées. Oui, vous partez une semaine de chez vous, il y en a, ils s'en retrouvent toujours. Oui, mais non, je vous parle pas. Non, oui, mais je vous parle pas de ça. Si vous en avez parlé. Oui, mais je vous dis que non. Je vous dis que vous aurez ils vont faire des autoroutes de l'information. Vous en aurez même. Ça passera par chez vous, ça passera par tout le monde. Ah non, alors là, je suis. De quoi non? Je suis allé vers le cadastre. Donc pourquoi je vous ai présenté ce petit extrait vidéo juste pour aborder la notion de vocabulaire. Vous voyez que sur le numérique, on a un vocabulaire à la fois tout à fait spécifique, mais qui rejoint le vocabulaire usuel, c'est-à-dire que ça a commencé par la souris, mais il y a tout un tas d'éléments qui viennent du numérique qui font que si on ne maîtrise pas ce vocabulaire, on peut avoir du mal à se comprendre et à comprendre ce qui se passe. Donc, alors, je vous propose de démarrer sur la question des médias par rapport au réseau. De quoi parle-t-on? Alors, sur la question du réseau social, en fait, le réseau social existe bien avant, le réseau social numérique existe bien avant le réseau social existe bien avant le réseau social numérique. Hein, c'est caractérisé par un système de relations interpersonnelles, en fait. Hein. Donc, il faut que ce soit durable. Hein, et vous avez de ce qu'on appelle des circulations d'infos variées. Donc voilà, entre les personnes, il n'y a pas de relation nécessairement unique. Hein, ça peut se superposer, il y a des liens économiques, etc. Il y a tout un tas de choses.
simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'inscrit dans un circuit d'échange, donc ça va être durable, collectif et valorisable. Donc c'est une appartenance à un groupe notamment au niveau des jeunes, par exemple, on le voit tout à fait, ce genre de choses. Il y a ces choses qui sont importantes. Alors, si on tente une catégorisation, c'est un peu plus compliqué, mais ce qu'on peut dire, on entend parler de médias sociaux, hein, on entend parler de réseaux sociaux, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que les médias sociaux englobent tout. Ils englobent les réseaux sociaux, mais pas que. Hein. Il y a donc 6 grands usages. Le premier, c'est tout ce qui concerne plateformes de publication. Alors vous connaissez hein, les blogs, les WordPress, etc., les outils comme Synthis, les Wikipédia, tout un tas d'autres éléments, et d'autres outils sociaux comme le partage de vidéos. Bien sûr, la plateforme YouTube est la plus connue, hein, bon, il en existe d'autres bien entendu. Les partages de documents, hein, SlideShare, etc., ou via Google, tout simplement. Les partages de photos dont sont très 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 friands nos adolescents, hein, bien entendu. Les partages des centres d'intérêt. J'ai pris l'exemple de Pinterest. Bon, voilà, vous avez des gens qui utilisent ça pour très souvent au niveau du hobby, hein, mais on peut les utiliser à des fins professionnelles pour partager des photos professionnelles ou ce qu'on appelle des infographies. Hein, donc voilà. Alors bien sûr, il y a la musique, il y a les liens, tout un tas de choses. On a donc des outils de messagerie, de la conversation et bien sûr des réseaux sociaux derrière qui peuvent être soit pro, soit grand public ou à thème. Hein, on le verra un petit peu plus tard, notamment pour la partie pro. Donc voilà la catégorisation. Ce qu'il faut vous dire, c'est que le terme médias sociaux englobe tout. Hein, c'est les médias sociaux dans lesquels vous avez les réseaux sociaux et tout le reste. Alors c'est difficile à voir ça, mais c'est ce qu'on appelle la Social Media Map, c'est-à-dire c'est Overdrive Interactive, une société américaine qui propose une catégorisation et un regroupement de tous les outils de médias sociaux qui sont présents sur la toile. Alors, ils le font depuis les années 2010 à peu près, et on voit que au fur et à mesure, ça augmente, hein, et il y a énormément de services, qu'ils soient en langue française ou en langue anglaise. On retrouve des outils qui existent, et il y en a énormément. Je suis loin de tous les connaître, bien entendu. Alors, quelques chiffres maintenant pour vous parler de l'équipement et de la façon dont les gens se connectent. Ce qui caractérise les usages en 2016, c'est la généralisation du double équipement. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens ont au minimum 2 équipements pour se connecter. Hein, donc, un ordinateur et un téléphone en général, mais bon, il y a encore plus, il y a en général plusieurs ordinateurs portables à domicile, des ordinateurs fixes, etc. Donc on devient de plus en plus équipé pour se connecter à des ressources qui sont disponibles de manière systématiquement grandissante. Alors, au niveau des usages, on a passé un cap cette année, hein, où de plus en plus c'est-à-dire que l'accès à Internet est devenu majoritaire en mobilité. L'accès à Internet en mobilité est devenu majoritaire. Donc en fait, de plus en plus maintenant, on utilise un appareil mobile pour se connecter à Internet. Alors vous allez me dire, c'est moins vrai dans nos administrations, mais ce sont des statistiques globales. Et c'est vrai que certains pays émergents ont passé la case ordinateur fixe pour directement passer sur l'accès à Internet via des terminaux mobiles. Hein, donc voilà, c'est ce qui caractérise de plus en plus les choses. Hein, donc, alors, bien sûr, pour l'instant, c'est la navigation sur Internet, mais il y a le téléchargement d'applications, il y a la géologue, il y a la consultation de vidéos, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Hein, donc, voilà. Alors, donc ça, c'était pour l'introduction. Donc, sur les réseaux sociaux numériques, qu'est-ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux numériques? Eh bien, il y a différentes choses qui les caractérisent. Hein, donc,
à la base, c'est un regroupement, hein, donc voilà, via des outils de communication informatique au sens large, hein, donc plutôt numérique maintenant, mais informatique, hein, dont la finalité, en fait, c'est la mise en relation de personnes, hein, donc sur laquelle on va travailler, soit de manière professionnelle, soit de manière personnelle. Donc, on a différents types de réseaux sociaux, hein. Vous voyez sur l'infographie, là, on a des outils de contact, de contenu, des outils grand public, hein. On le verra tout à l'heure. On a, pour ceux qui connaissent les icônes, on a LinkedIn par rapport à Facebook, hein, bon, voilà. Et on a d'autres types d'outils qui peuvent être des outils de rencontres plus ciblés sur les rencontres de personne à personne. J'ai pris l'exemple de Badoo, mais voilà, ce sont d'autres types de réseaux sociaux, hein, voilà. Alors, donc, en termes de fonctionnalité, peu ou prou, ce sont systématiquement les mêmes choses qui sont proposées. C'est-à-dire qu'au départ, l'outil sert à proposer de la mise en relation, et puis cette offre d'outils, hein, on le voit par exemple avec, si on prend l'exemple de Facebook, Facebook au départ, c'était un outil de, comment dire, de mise en scène de son entourage, de ses relations, etc. Et puis de fil en aiguille, Facebook devient un outil d'échange en temps réel avec l'apparition des messageries, etc., la possibilité d'enregistrer des vidéos. Donc, à la base, c'est un outil de présentation dans lequel on peut faire de la recherche et on peut utiliser des outils collaboratifs, hein, voilà. Alors, le distinguo par rapport au site d'emploi. Alors, donc, les sites d'emploi, la finalité, hein, c'est la diffusion d'annonces, hein, voilà. Donc, sur le site d'emploi, ce qu'on trouve, ce sont des offres d'emploi, hein, bien sûr, et des infos pratiques sur tout ce qui concerne la façon de se présenter, des statistiques éventuelles, donc voilà, sur le marché, etc. Sur un réseau social, c'est une mise en relation. Hein, donc, ce qu'on cherche, c'est être mis en relation avec d'autres personnes ou des entreprises. Par contre, hein, ce qu'on se rend compte, c'est que tous ces outils-là qu'on utilise, eh bien, développent des services proches ou tiers, on va dire, qui vont faire en sorte que les catégorisations d'origine sont de plus en plus difficiles à faire, hein. Quand on voit l'apparition, par exemple, des outils de CV en ligne, une plateforme comme DoYouBuzz au départ, qui était une plateforme de réalisation de CV, est devenue un réseau social de fait, hein, où on cherche à mettre des gens en relation. C'est la même chose sur Remixjob, etc. Donc, ou les salons virtuels, hein, donc on a des outils qui deviennent multipolaires finalement et qui proposent tout un tas de possibilités via l'agrégation de services complémentaires ou de choses comme ça. Petite slide pour passer, juste pour vous montrer ce qui nous intéresse davantage, hein, nous, c'est-à-dire les réseaux pro, les réseaux de recrutement, les réseaux classiques, le partage de vidéos, etc. C'est plutôt dans cette partie-là, hein, donc qu'on va trouver les choses, et vous voyez qu'il en existe un certain nombre, hein, donc je vous dis encore une fois, je ne les connais pas tous. Alors, juste une petite chose, voilà. Je voulais vous lancer le sondage. J'en ai oublié un, donc on va. J'en ai oublié un, donc le sondage 2. Alors, voilà. Pourtant, c'est marqué, hein. J'ai oublié. Ouais, Facebook, c'est en grande surprise, hein. Je commente en même temps, ça me surprend pas. Le plus connu, bien sûr, c'est Facebook. Viadeo, c'est un réseau social professionnel. C'est un peu comme LinkedIn, si vous voulez, mais c'est la version française, hein, voilà. Bon, Twitter, en général, est assez connu aussi. Instagram, c'est vraiment connu des ados, hein, ça c'est clair. Reddit, vous avez entendu parler de Reddit, c'est un outil de partage de réflexion, hein, notamment pendant la campagne électorale. Il y a eu tout un tas de choses. Ou pour ceux qui suivent Game of Thrones, bon, voilà, il y a des fils de discussion, ce sont des fils de discussion. Tumblr, c'est un réseau de partage de photos également, mais moins utilisé des adolescents. C'est ce qu'on appelle du partage de photos, des blogs. Alors, donc, les réseaux sociaux sont caractérisés par des lois de fonctionnement. Alors, ce ne sont pas des lois de fonctionnement scientifiques, hein, c'est plutôt des lois de fonctionnement empirique.
nous, ce qui nous intéresse plutôt, hein, c'est pas la longue traîne, mais c'est plutôt soit la théorie du petit monde, soit la loi de Metcalfe, soit la loi des 1% des médias participatifs. Donc je vais commenter plutôt ces trois rapidement hein, pour vous dire. La théorie du petit monde, c'est la théorie qui fait que, donc elle s'appelle encore les 6 degrés de séparation, c'est-à-dire que entre deux individus qui ne se connaissent pas, ou entre moi et le président Macron, que je ne connais pas, il n'y a pas plus de 6 degrés de séparation, c'est-à-dire 6 individus ou 6 chaînons qui vont me relier, c'est-à-dire que je vais être en contact avec, par exemple, mon supérieur, qui va lui-même connaître le recteur, le recteur va connaître le ministre, et le ministre va connaître le président de la République. Voilà, on arrive assez facilement hein, à ce genre de choses, donc ça s'appelle la théorie du petit monde. La loi de Metcalfe, elle est très simple à comprendre. C'est une loi qui dit que plus le réseau est constitué de participants, plus il y a d'interactions. Le schéma le montre, c'est-à-dire qu'à 2, l'interaction est très réduite. Hein, voilà. À 5, il y a déjà beaucoup plus d'interactions et ensuite c'est proportionnel. Hein, donc voilà, vous avez énormément d'interactions dès que le réseau devient structuré. Je vous rappelle qu'on dépasse les milliards sur certains réseaux sociaux grand public comme Facebook, hein, donc milliards d'utilisateurs. Et enfin, vous avez la loi ce qu'on appelle les 1% de médias participatifs, hein, où cette loi illustre le fait que dans tout réseau social, vous avez 1% simplement de personnes qui écrivent. Vous avez à peu près une dizaine de pourcents de personnes qui commentent, qui vont interagir, qui vont poster des commentaires. Hein, et le reste vont observer, vont lire, vont prendre connaissance sans interagir. Et ça suffit pour faire fonctionner le réseau. Alors bien évidemment, plus le réseau va être important, plus il va y avoir d'interaction. Hein, un réseau ou un forum ou un outil hein, de communication qui comporte une cinquantaine ou une centaine de personnes ne va pas interagir autant qu'une... Oui, on peut. C'est très bien de participer. Je remercie la personne numéro 12. Je n'ai pas été voir, mais bon. Donc voilà, plus le réseau est important, plus il va y avoir d'interaction, plus il est faible, plus ça va être compliqué. Ce qu'on appelle des tailles critiques en fait. Hein. Encore une fois, ce sont des lois de fonctionnement empiriques. D'accord? Alors, donc, il y a des caractéristiques hein, qui existent. Il y en a principalement 4. Hein, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle des affordances, c'est-à-dire des éléments qui le caractérisent. Donc, le premier, c'est la persistance, c'est-à-dire que il n'y a pas de il n'y a pas vraiment d'obsolescence. Hein, donc la durée du contenu et ce qu'on dit en ligne, vous l'avez tous observé, on le verra tout à l'heure lors d'un exemple, c'est-à-dire que l'information ne disparaît jamais vraiment sur Internet. Hein, donc, et en plus, une des caractéristiques, c'est que les conversations peuvent exister plusieurs fois, hein, notamment via l'exemple du SMS où on est passé en mode conversation, c'est-à-dire qu'on peut reprendre une conversation avec un individu qu'on avait laissé tomber pendant 2 jours, X jours, etc. Le deuxième, c'est la visibilité. On a une audience très très forte également, c'est-à-dire que certaines infos peuvent comment dire peuvent avoir une audience extrêmement forte, hein, ce qu'on appelle faire du buzz. Hein, donc voilà. Et du coup, ça peut déclencher des effets que deuxième chose, la facilité avec laquelle le contenu peut être partagé. Vous voyez que ces outils de partage sont très très simples, c'est ce qui a fait leur grande réussite, c'est-à-dire que concrètement, c'est pas comme les ENT professionnels qu'on peut utiliser dans le cadre de notre activité au quotidien, où c'est relativement lourd pour publier une information. Sur Internet, c'est très très simple de se partager des photos, de se partager des extraits, etc. Tout est fait pour que on puisse partager très très simplement. C'est ce qui a fait le succès, notamment auprès des jeunes générations. Et bien sûr, le quatrième, c'est la capacité à trouver du contenu très très simplement. Il s'agit, tout est fait là encore pour qu'on retrouve des éléments, soit lorsqu'on les cherche, soit c'est le système qui les propose lui-même en disant est-ce que vous avez tous observé ce genre de choses, est-ce que vous avez la possibilité, est-ce que vous connaissez cette personne, est-ce qu'elle fait partie de votre entourage, etc. Ce sont des choses que vous avez pu observer. Hein. Voilà. Alors, on a bien sûr dans le cadre professionnel des questions éthiques hein, à respecter, notamment la vigilance. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas nécessairement tout ce qui se passe, ni toutes les possibilités des outils. Hein. Donc, en plus, vous êtes face à des outils avec l'arrivée du numérique.
Grande caractéristique de ces outils, c'est le fait que ces outils changent constamment. On n'est jamais dans une phase où un outil est finalisé, sort et est disponible sans changement pendant X années, ce qui était le cas il y a quelques époques. Maintenant, systématiquement, on est sur des outils qui vont évoluer et donc l'accès à un outil, en ligne, selon que vous vous connectez à 6 mois d'écart, va diamétralement changer. C'est ce que certains appellent l'époque de la bêta permanente, c'est-à-dire la phase bêta en informatique, c'est une phase de bêta-test dans laquelle l'outil n'est pas complètement finalisé. En fait, ces outils ne sont jamais finalisés complètement et évoluent constamment. Donc, Première des choses, c'est inviter à la vigilance. Là, il y a bien sûr donc l'information contrôlée, incontrôlable, etc. Et puis surtout, il faut faire attention en sensibilisant, et ça c'est plutôt la question de l'accompagnement, il faut se préserver, maîtriser les aspects de paramétrage, bien penser que la question du off avec le numérique, ça n'existe pas, et vérifier systématiquement les paramètres, éviter de cocher sur n'importe quelle case sans regarder. Il faut se documenter, il faut lire ce qu'on ferait avec le papier. C'est applicable au numérique. Alors, je disais, il fallait faire attention. Je vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez tous entendu parler de l'histoire de Serge Aurier, le joueur du football club de Paris, qui découvre sans doute l'usage de Twitter et d'une fonctionnalité qui s'appelle le périscope. Voilà, donc il a cru qu'il était en local, sans doute, sans se rendre compte de ce qu'il disait. Bon, outre le fait que c'était dévastateur, il est vraiment passé pour un idiot, c'est-à-dire quelqu'un qui ne maîtrisait pas, et ça a été très très compliqué pour lui. Donc voilà, il faut faire très attention. On est dans le domaine de l'anecdote, mais voilà, il faut faire très très attention à ce genre de choses. Alors, sur la question de l'usage, donc on aura 2-3 petites choses. Alors, la réputation, on y consacrera un petit moment, donc vous inquiétez pas, je reviendrai là-dessus. On a, donc, en termes d'effets, on a ce qu'on appelle la modification du contrôle de l'information. Alors, c'est très simple, on en entend beaucoup parler, avec ce qu'on appelle notamment les fake news, c'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, on est passé d'un contrôle verticale de l'information. Il y a quelques années, il y avait un ministère de l'information, ça n'existe bien sûr plus, à un contrôle horizontal, c'est-à-dire social, où ce sont des groupes de pression qui peuvent donner le là, c'est-à-dire donner une info qui va être jugée bonne. Et donc, les gens finissent par ne plus se renseigner que sur des sources sur lesquelles l'information est plus que douteuse. Deuxième aspect, c'est la personnalisation de l'information. Donc, de plus en plus également, l'information est personnalisée, ce qui fait que d'un individu à l'autre, vous n'aurez pas le même résultat de recherche. Alors, vous allez me dire, c'est pas nécessairement gênant, mais ça peut l'être dans le champ de l'orientation, parce que en fonction de votre profil, on peut vous proposer des choses. Et la dernière chose, c'est l'ubérisation. Alors, sous ce terme un peu bizarre, c'est lié au phénomène de la société Uber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est l'utilisateur l'utilisateur final, qui devient finalement l'outil et qui devient l'intermédiaire. À une époque où il y avait un intermédiaire, maintenant il n'y a plus d'intermédiaire. Vous l'avez tous observé à la station d'essence ou au centre commercial lorsque vous scannez vous-même vos articles à la caisse. Ça se développe beaucoup et dans tous les champs de l'orientation, de la recherche d'emploi, on trouve des éléments qui sont notamment des plateformes de recommandation. Je pense à Inspire Orientation ou Study Advisor. De plus en plus, on a des intermédiaires qui peuvent donner leur avis. Donc, ce ne sont pas nécessairement des professionnels. Donc voilà, ce sont les quatre aspects. Quelques statistiques d'usage, je ne vais pas aller voir. Sans surprise, tous sites confondus, c'est Google qui arrive en tête. Vous voyez, la galaxie Google trust les 3 premières places, que ce soit google.fr ou google.com, on a quand même beaucoup de choses. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, vous avez le site qui s'appelle alexa.com, vous pouvez savoir les sites sur lesquels vous allez, quels sont leurs rangs de classement. Et sur les réseaux sociaux seuls, alors j'ai fait une catégorisation assez large des réseaux sociaux. YouTube arrive en premier, et sinon le Pôle emploi arrive en 27e position, LinkedIn en 14e également. Donc voilà, ce sont les deux choses qui sont les plus significatives en ce qui nous concerne. Donc
donc voilà, sur les statistiques de présentation, eh bien, effectivement, c'est Facebook le plus utilisé. Hein, vous voyez là, de toute façon, hein, voilà, en termes de réseau social. Donc voilà. Ce qu'on peut dire également, c'est que les principaux outils, donc les quatre plus connus sont Twitter, Facebook, LinkedIn et Viadeo. Hein, donc voilà, on les oppose principalement en termes de public, hein, encore une fois avec des frontières qui deviennent de plus en plus floues, hein, de toute façon. Donc Twitter, Facebook, c'est du grand public, LinkedIn, Viadeo, c'est des réseaux pro. Donc le but c'est vraiment dans les deux cas de figure de se mettre en contact, mais il y en a qui sont clairement orientés et qui ont été conçus pour ça. Hein, c'est LinkedIn et Viadeo. Ils ont été pensés voilà, pour la recherche d'emploi, pour ce genre de choses. Les autres non, mais de par l'audience, si vous voulez, hein, voilà, ils sont leur principal usage est transformé. On aurait pu rajouter, qui n'apparaît pas là, le site Le Bon Coin sur la recherche d'emploi, par exemple. Hein. Au départ, Le Bon Coin, c'était pas du tout fait pour ça. Simplement, avec Le Bon Coin, maintenant, on peut trouver des emplois sur Internet. Il n'y a pas de souci. Alors, en développement personnel, maintenant, c'est notre troisième point. Ce qui est intéressant, c'est en fait le réseau social, qu'il soit numérique ou pas, c'est en fait c'est la possibilité d'accéder à des offres qui n'apparaissent pas. Hein, donc voilà, c'est ce qu'on appelle les offres non visibles. Hein, et c'est très intéressant en termes d'insertion professionnelle. Savoir développer un réseau comme ça, c'est très très intéressant pour l'insertion professionnelle. Alors, deuxième aspect, les membres de la famille sont très très importants. Tout le cercle proche, en fait, hein, est très très important, que ce soit pour un stage ou un emploi. On le voit, nous, les psychologues de l'éducation, au niveau du stage de troisième, où c'est très très compliqué pour certaines familles de trouver quelque chose, alors que dans d'autres familles, inutile de dire lesquelles, c'est très facile d'avoir des stages et des stages hyper intéressants. Voilà, donc là, pour dire que c'est très très important, hein, ce genre de choses. Alors, bien sûr, à l'heure d'Internet, ben, vous avez vu tout ce qu'on a vu avant, hein, avec les lois des 1%, euh, les médias participatifs, etc., et les lois de Metcalfe. On a tout intérêt à utiliser les réseaux sociaux au niveau de l'accès à Internet, dans la mesure où ces possibilités sont démultipliées dans des proportions très très importantes. En général, on utilise un réseau social, on crée son profil et ensuite on paramètre avec des mots-clés et des descripteurs qui vont faire que le réseau va pouvoir nous mettre en relation avec d'autres personnes qui partagent des centres d'intérêt qui sont proches. Donc, d'où l'intérêt du paramétrage. Hein, voilà. Donc après, vous avez des combinaisons. Je vous disais tout à l'heure, en fait, les outils qui au départ étaient pensés pour le grand public, je pense à Facebook par exemple, proposent ce qu'on appelle en termes informatiques des API, c'est-à-dire des applications, des environnements de programmation en fait, qui permettent de doter très très simplement les développeurs de fonctionnalités complémentaires. Hein, donc vous avez quelques illustrations en dessous, notamment i4Emploi ou Work4, qui sont des applis pour Facebook qui permettent d'accéder à des hashtags ou des mots-clés particuliers, qui permettent de mettre en relation des gens qui cherchent quelque chose, en général de l'emploi. Hein, voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que je peux réinteragir sans nécessairement... n'hésitez pas à poser des questions de toute façon, dans la mesure où on peut soit y répondre maintenant, soit y répondre plus tard. Hein. On essaye de donner de l'interactivité à ce genre de choses. Je regarde. Donc on en a un petit peu parlé, donc je vais aller très très vite là. Hein. L'usage en formation, donc dans le domaine de la formation, c'est mettre en relation facilement des gens. Hein, voilà. Certains usages de réseaux sociaux grand public, c'est plus vrai dans l'éducation nationale, hein, sont pas forcément clairement recommandés. Hein, donc, il y a eu les épisodes des tweetés, qui étaient l'apprentissage de la dictée via Twitter par certains enseignants, ça n'avait pas été forcément recommandé. Bon, mais ces choses-là bougent énormément, hein, ça évolue énormément, donc il faut faire attention à ce genre de choses. Hein, voilà. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a eu des études qui ont montré que certains étudiants ont tendance à utiliser les réseaux sociaux tiers, malgré les ENT qui peuvent être en place, des fois parce que comment dire, tout ce qui est interface, tout ce qui est usage, se trouve
énormément simplifié dans ces outils de réseaux sociaux. Hein, voilà. On a aussi bien sûr on a aussi des réseaux sociaux qui sont d'un type un peu particulier qui s'appelle les MOOC et qui permettent donc les MOOC c'est un acronyme qui veut dire Massive Online Open Course. C'est-à-dire c'est des cours qui sont massivement ouverts, donc c'est-à-dire avec énormément de gens et qui permettent notamment de suivre des formations comme on souhaite, quand on le veut. Hein, voilà. Et bon, cette plateforme, vous pouvez la retrouver sur la plateforme Fun, qui est la plateforme qui est hébergée par le service France Université Numérique. Donc vous avez un certain nombre de MOOC que vous pouvez aller voir, hein, notamment des MOOC pour l'emploi. Hein, Pôle emploi propose des choses. Il y a tout un tas de choses qui existent là-dessus. Je vous invite à aller voir. Alors, en orientation, donc on en a parlé également. Sur le principe, c'est pouvoir entrer en contact avec des anciens, hein, voilà, ou éventuellement avec des pairs. Vous avez des plateformes de réseau social qui permettent de mutualiser les pratiques comme via Educ ou Myriae. Hein, et donc des acteurs classiques qui sont impliqués comme l'ONICEP, le CIDJ, le Pôle emploi également qui sont présents sur ce genre de choses. Hein, voilà. Et puis, c'est souvent des informations. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'abonner dessus pour pouvoir obtenir de l'information. Alors, bon, ça, on va le passer parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Quelques statistiques, surtout sur la notion de est-ce que Internet est un bon outil pour trouver des offres d'emploi. Donc, c'est une statistique qui est issue de l'ARCEP, qui est une autorité qui réalise ce qu'on appelle une veille qui s'appelle le baromètre du numérique, qui est actualisé tous les ans, et qui montre qu'effectivement, lorsqu'on pose la question aux gens, maintenant les gens sont de plus en plus convaincus. Vous voyez qu'on le voit entre 2001 et 2016, la tendance augmente. Hein, bon, voilà. Ils sont convaincus du fait que c'est un bon outil, ça augmente, et certains utilisent Internet pour chercher des offres d'emploi. Massivement, les gens vont utiliser Internet pour retrouver les offres. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément trouver grâce à Internet. C'est un croisement d'outils, mais de plus en plus, le média numérique est utilisé pour ce genre de choses. Alors, à la question trouver un emploi grâce aux réseaux sociaux, lors du dernier webinaire, on a eu cette question-là, c'est-à-dire, oui, mais concrètement, c'est trouver un emploi. Combien trouvent réellement? L'infographie que j'ai trouvée, c'était 3 Français sur 10 utilisent les réseaux sociaux pour chercher un emploi. J'ai pas trouvé de statistiques précises sur ce genre de choses. Combien trouvent un emploi grâce aux réseaux sociaux? J'ai pas réussi à trouver. J'en ai pas trouvé. Donc tout ce que je sais, c'est que de plus en plus de gens les utilisent. Hein, on le voit dans les quelques statistiques que je vous ai montrées. Par contre, on a du mal à obtenir des statistiques précises sur ce genre de choses. Hein, quelle est la part du média par rapport à l'obtention réelle d'un emploi. Hein. C'est pas rechercher, c'est vraiment trouver. C'est encore autre chose. Donc voilà. Alors, si je continue sur sur le réseau social ou réseau professionnel. Alors, c'est important cette notion-là pour nous les pros à titre professionnel et personnel, et en même temps pour les consultants qui viennent nous voir. Hein. Vous avez des questions qui vont vous être posées. Parce que pourquoi ces questions-là sont importantes? Parce que ces outils-là mélangent allègrement le perso du pro. Donc vous avez tout intérêt à ne pas mélanger ce genre de choses, parce que d'une part, ça fait pas très pro justement d'avoir des photos de vacances qui peuvent apparaître. Bon, voilà. Et d'autre part, c'est très gênant pour vous, parce que voilà, ça peut être embêtant. Et justement, comme l'illustre la diapositive, quel statut on va donner à un contact sur un réseau pro, voilà. Entre un ami et une relation ou quelqu'un dont on entend parler, c'est pas forcément évident. Donc, il faut faire très très attention à ça. Donc, en termes de règles, on le verra un petit peu après avec la notion d'identité numérique. C'est un, la séparation des comptes, et deux, l'importance de l'utilisation d'un réseau spécialisé. Même si, encore une fois, ces frontières-là deviennent de plus en plus floues, de toute façon. Alors,
D'accord, bah, écoutez, très bien, j'irai voir. Alors, oui, les autres ne le savent pas. Donc, alors, on a une intervention de la personne numéro 12. C'est dommage. Je remercie la personne numéro 12. Je ne sais pas qui elle est, qui peut se présenter si elle le souhaite d'ailleurs. Euh, et elle nous indique que selon une étude regionjob.com, 30% des gens, donc je suppose que ces 30% des gens trouvent, c'est ça? Euh, Max Lemay de Pôle emploi. Ah, ben, t'as enchanté. Enfin, bonjour Max, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Euh, c'est pas toujours évident de trouver des statistiques, hein, de toute façon. Donc voilà. Alors, ouais, 30% d'embauche. Donc voilà. Ben, merci en tout cas pour ce chiffre intéressant. Très bien. Alors je continue parce que je vois que le temps passe. Et si on veut arriver à l'e-réputation aussi qui vous intéresse particulièrement, il faut que j'avance un petit peu. Alors pour y mettre quoi donc? Le profil, hein, c'est principalement c'est je mets un profil et je vais interconnecter, on l'a dit tout à l'heure, hein, donc je vais décrire au maximum, je mets des mots-clés, je mets des éléments qui vont me caractériser de façon euh, à, à pouvoir me mettre en relation avec d'autres personnes. Et certains outils proposent même un blog de façon à montrer la compétence et les centres d'intérêt de la personne, les centres d'intérêt professionnels, bien entendu, hein. Donc voilà. Alors, je vous propose un autre sondage, le numéro. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important pour voir si vous suivez? Effectivement, oui. Les deux aspects les plus intéressants, c'est le profil et le choix des mots-clés, hein. Bon, la présentation est importante, enfin tout est important, mais les deux éléments les plus importants, c'est le profil et le choix des mots-clés, parce que notamment les mots-clés vont vous mettre en relation avec des gens qui auront des mots-clés proches ou identiques, hein. Donc ça c'est très intéressant. Donc je vais très très vite sur cette diapo-là parce que finalement on en a parlé, hein. Donc ce qui est important c'est de se décrire, hein. Il faut faire attention à la mise à jour, etc. Il faut pas, il faut les actualiser parce que c'est pas comme un CV que vous aviez il y a quelques années où vous pouviez le garder. C'est nécessairement quelque chose qui va être vu. Et il faut faire attention à ne pas, sauf si c'est pas très important pour vous, mais bon, il faut les actualiser de manière assez régulière. Alors, pour les professionnels du conseil, donc quelle conception, hein, pour les professionnels du conseil. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir des études scientifiques sur ces questions-là. Il y en a une qui commence à dater un petit peu, hein, qui a été faite par des Suédois. C'est Joanna Kettunen qui l'a menée. Donc, elle a été publiée, hein, dans le British Journal of Guidance and Counseling. Alors, elle s'est rendue compte sur la base d'entretiens. Donc, c'est une approche un petit peu particulière où il y avait finalement assez peu de personnes. Il y avait une quinzaine de personnes, hein, et elle leur a posé donc des questions, etc. Et elle a trouvé donc 5 catégories de. Elle a fait une classification en 5 grandes parties qui surprendra personne, hein. C'est-à-dire qu'on a encore des gens qui sont très opposés à ça et des gens qui sont complètement convaincus, hein, qui vont même peut-être un peu trop loin, hein, voilà. Et elle leur a proposé de se enfin, il a identifié plutôt des dimensions, hein, comme l'attitude, le rôle, etc., qui font que, voilà, euh, notamment, il y avait des aspects comme l'approche et également la relation avec la technologie qui pouvait faire basculer le consultant dans un aspect ou dans l'autre, c'est-à-dire d'une conception négative à une conception positive. Dans tous les cas de figure, en fait, très souvent, quand c'est très négatif, c'est parce que les gens ont des approches compliquées avec ces outils-là, hein, de toute façon. Voilà. Alors, quelques exemples d'aide en termes, mais là, je pense on pourrait illustrer de beaucoup d'autres choses. On pourrait faire même on aurait pu faire un sondage libre à ce moment-là parce que s'il y a énormément de possibilités. Là, on est plus dans la démarche pédagogique, hein. C'est intégrer les réseaux sociaux aux ateliers de recherche d'emploi, l'assistance à la création de profils, les ateliers de recherche d'emploi classiques avec les usages des réseaux sociaux, expliquer comment lire et écrire le numérique, savoir gérer la cohérence, etc. Il y a tout un accompagnement. Si vous êtes intéressé par ces questions-là, vous avez un chercheur qui s'appelle Hervé Lecronier, qui est très intéressé il est sur l'université de Caen et il est vraiment dans la médiation, hein. Donc c'est très très intéressant.
et il insiste énormément sur ce genre de choses en disant il y a énormément de besoins d'accompagnement, hein, parce que il ne faut pas croire que les jeunes générations maîtrisent tous ces aspects-là. Hein, voilà. Alors, du point de vue de la structure maintenant, je peux passer. Je sais pas le focus. Non. Ah là, très bien. Alors, je vais passer très très vite parce que je voudrais avancer. Il est déjà 49, donc ce qui est important, c'est la visibilité. C'est-à-dire avoir une structure qui est présente sur la toile ou dans les réseaux sociaux. Ce qui est important, c'est la visibilité d'une part, la crédibilité, c'est-à-dire que ça va donner du poids. Hein. Il ne faut pas oublier que on a des personnes qui peuvent usurper des identités, donc voilà. Et puis un constat actuellement, c'est que de plus en plus de structures sont présentes sur les réseaux sociaux de manière plus ou moins inégale, mais sont présents. Donc ça peut être très intéressant à mon avis que la structure soit présente. Alors, comment les services d'information et d'orientation les utilisent ou les services de recherche d'emploi en fait, je pars sur une étude là, qui a été faite par Osborne et Lofrisco et qui montre que justement ils les utilisent pour rester en contact avec les usagers. Hein. Donc ils ont fait cette étude. Voilà. Donc ce sont les services qui ont participé à l'étude et qui ont dit que globalement la satisfaction était plutôt importante, mais il y avait quand même des inconvénients et des avantages. Donc les bénéfices, c'était la possibilité de rester en contact avec les étudiants, etc., hein, les invités à réseauter. Les inconvénients, derrière la question de l'éthique, c'était aussi le temps qu'on pouvait passer sur ce genre de choses. Hein. Donc ça, c'était compliqué. Et en termes de mise en œuvre, il est important de se fixer des objectifs, enfin de travailler ces questions-là de manière professionnelle, c'est-à-dire des objectifs, des chartes de publication, voilà, et puis voilà, et puis savoir les utiliser. Je vais vous proposer un sondage sur cette question-là, la e-réputation. Enfin, voilà, qui est déjà allé sur Facebook, qui a un compte Facebook. Vous voyez que on est vraiment sur des outils très utilisés. Alors, qui a déjà saisi le nom, voilà, qui a déjà consulté en ligne des photos ou vidéos privées ou personnelles. C'est assez simple hein, de rentrer en. Il ne s'agit pas de se dire oh là là, j'ai fait un truc interdit. Non, finalement, les outils le permettent. On se rend compte que ça le permet. Et 1 sur 2, on a déjà vu des photos qu'on peut juger pas forcément, comment dire. Qui n'ont pas forcément leur place vis-à-vis du grand public. Je suis toujours surpris, moi, sur ce genre de choses. Hein. Alors, sur la e-réputation, donc, pourquoi j'ai pas... J'ai toujours un souci. Tu vois, là, je peux pas. C'est curieux. Non, mais je pense que si c'est moi qui le fais, je dois pouvoir... Ouais, attends, j'ai ça qui va me gêner. Donc, je vais baisser la... Ah, non, je peux pas la baisser. Alors, ben non, elle n'est pas verrouillée, c'est ça qui est curieux. Bon. Ah, ben c'est bon, voilà. Donc, alors, quelques informations sur la e-réputation. Donc, en termes de définition, en fait, la e-réputation, elle est liée à une autre notion qu'on appelle l'identité numérique. Hein, et ça renvoie à 2 questions principales. Quel est le lien entre mon identité physique hein, dans l'espace réel et l'espace numérique hein, et puis, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de contrôler son identité dans le monde virtuel? Alors, rapidement, vous allez voir que c'est une notion sensible, hein, donc notamment en France, hein, la question de l'identité numérique. Les gens sont très sensibles sur ce genre de choses. Hein, on fait partie des, comment dire, sur Twitter, vous avez un pourcentage infime de Français qui sont sur Twitter au niveau mondial, et on fait partie des grosses populations à demander des retraits d'informations jugées sensibles ou diffamantes ou d'ordre d'atteinte à la vie privée. Donc on est très sensible à ce genre de choses. Les Américains sont beaucoup moins. La grande difficulté, c'est que ce sont des outils qui viennent des États-Unis en grande partie et qui sont adaptés au droit américain. Donc c'est pour ça que c'est très complexe de retirer des éléments d'ordre personnel qui peuvent être jugés diffamants ou autres. Voilà. Alors, l'origine de ces notions-là. Alors, vous avez un chercheur en sciences de l'information qui s'appelle Olivier Herched. Alors c'est un local, hein, il est sur l'université de Nantes et il est sur le site de La Roche-sur-Yon. Et alors lui, il est un petit peu provocateur et il considère que
on est passé à une époque où les êtres humains deviennent indexables. Hein, alors, c'est pas eux en tant que tels, mais c'est au travers des traces qu'ils vont laisser sur la toile avec tous les dispositifs qui leur permettent de se connecter. Smartphone, ordinateur, mail, etc. Tout ce qu'ils vont utiliser, hein, tablette, etc. Tout ce qu'ils vont utiliser va leur permettre d'être identifiés, d'être tracés, entre guillemets. Hein, et au niveau fonctionnel, là, c'est Louise Merzo c'est une chercheuse donc qui est décédée cet été en juillet, malheureusement, et qui considérait qu'on était passé d'une période où l'oubli était de la règle, c'est-à-dire qu'on avait un document papier, on le perdait, ben, il était perdu, ou avec le numérique, maintenant, ça n'a pas été toujours le cas, mais maintenant avec le numérique, on ne perd quasiment rien, ou en tout cas pas ce qu'on souhaite. Hein, c'est-à-dire qu'on peut perdre des documents, ça peut arriver, mais des informations qui sont confiées à la toile, en général, on ne peut pas les perdre, ça ne se perd pas, hein, voilà. Et Louise Merzo parle de mémoire par défaut pour illustrer ces aspects qui sont, je vous dis, les appareils photo, les smartphones, tous les baladeurs MP3, tous ces éléments-là donnent des éléments sur la façon dont on utilise ces outils, où on les utilise, qu'est-ce qu'on utilise, etc. Donc voilà. Alors, pourquoi je ne peux pas grandir? Très bien. Ah, alors je vais regarder. Ça marche, merci. Bon, je continue hein, attendant parce que sinon je vois que ça passe là. Alors, l'identité numérique, l'identité numérique, hein, c'est celle de l'individu, c'était tout ce qui le caractérise. Hein, donc, je vous ai illustré ou trouvé des infographies comme ça sur Internet. Hein. Ça, c'est un blogueur qui s'appelle Fred Cavazza qui a sorti cette infographie qui illustre les différentes possibilités logicielles qu'on a de laisser des éléments via des médias, hein, donc expression, publication, profession, etc. Donc il y a l'adresse IP bien entendu, le mail, etc. Il y a les données qu'on peut mettre, il y a les photos qu'on peut soit décrire, soit taguer, hein, et il y a les traces comme les tags, les informations. Je pense par exemple aux photos lorsqu'elles sont prises avec le smartphone, qui utilise qui a la balise GPS activée en permanence. Ben, tout ça, ça va laisser des éléments sur la toile qui vont construire votre identité numérique, hein, notamment le smartphone avec le compte associé, le compte internet associé. C'est un outil à vous tracer, hein, de toute façon. Hein, voilà. Alors, il y a même une formule mathématique qui permet d'illustrer ces choses-là. Donc, je passe vite là-dessus. Vous regarderez, hein, de toute façon. Voilà. Alors, la e-réputation par rapport à la question de l'identité numérique, c'est très simple. C'est le label en fait hein, que vous avez sur la comment dire, c'est votre comment dire, oui, c'est-à-dire le label, c'est pas la réputation, c'est pas le terme que je cherche, mais c'est tout ce qui vous caractérise hein, et tout ce qui peut vous décrire en bien ou en mal finalement. Hein. Comme disait Herschel, ça correspond à ce qu'on dit de moi, hein, et c'est nécessairement subjectif et fluctuant. Hein, voilà. Donc, et tous ces éléments-là sont importants parce que ça peut évoluer dans le temps. Alors, je vais revenir à quelque chose. Voilà. Il reste 2 minutes. Je vous donne mon dernier sondage. À votre avis, chercheur de l'université de Caen, c'est Hervé Lecronier. Il fait des interventions qui sont enregistrées systématiquement auprès des étudiants de sciences de l'information. Et il intervient régulièrement auprès des documentalistes, auprès d'un public qui fait de la médiation, hein, auprès des chargés d'accueil dans les réseaux d'information jeunesse, etc. Et vous le verrez, il apparaît en bibliographie. Je vérifie, mais je pense que sinon je vous l'enverrai si je veux. Voilà. Alors, le sondage est terminé. Si on me diffame sur Internet. Alors, la réputation ne concerne pas. Oui, vous avez raison. Sur tout le monde. Il n'existe pas de service sur Internet pour pourrir la réputation. Bah bien, oui, vous avez raison. Bien sûr que si, ça existe. Hein. Si on me diffame sur Internet, ce qu'on appelle un bad buzz, je ne peux rien faire. Eh bien, je peux faire quelque chose. Heureusement, hein. C'est compliqué, mais je peux faire quelque chose malheureusement. Et il suffit de surveiller Twitter et Facebook pour faire attention à sa réputation. Non, malheureusement. Ça va certaines fois beaucoup plus loin que ça, même si ce sont les outils les plus utilisés. Hein, voilà. Alors, je continue pour
Je continue pour terminer. Hein, on vous enverra le diaporama. Je vais passer la question des traces, hein, juste pour voilà, vous avez des petites choses. Hein, on passera ça. Bon, vous regarderez le diaporama après. Je vais aller assez vite. Juste les deux dernières slides. Donc, les questions à se poser, c'est qui suis-je en ligne, où sont mes amis, etc. Hein, voilà. Et puis, devenir follower, qu'est-ce que ça implique? Et pour le professionnel, quelle aide apporter? Ça, c'est très, très intéressant. Je vous disais tout à l'heure, il y a tout un travail à faire dans l'accompagnement. Et ça, j'y suis persuadé, hein, j'en suis persuadé.